qui a été créé il y a 3 ans par Jean-Marc Jancovici, dont le nom vous évoque peut-être quelque chose, et qui cherche à élaborer des propositions politiques pour décarboner l'économie. Et quand on commence à s'intéresser à ces questions d'énergie, de climat, on en vient assez vite à remettre en question la pertinence des indicateurs comme celui du PIB pour parler de nos sujets, puisqu'il intègre, enfin Pierre va le préciser tout à l'heure, vous allez voir que une grosse limite, c'est qu'il n'intègre pas les externalités négatives de la pollution du CO2. Et donc il est un mauvais indicateur pour piloter l'économie. Donc au Shift, on a un certain nombre de groupes de travail qui sont en cours, je ne vous donne pas le détail, mais en tout cas, un des groupes de travail a consisté à travailler sur le PIB et les alternatives au PIB. C'est Pierre Lachaise qui en a été responsable et a travaillé là-dessus pendant un peu plus d'1 an sur ce groupe de travail. Et il vous livre ici les résultats qui ont été publiés sous la forme d'une brochure. J'ai oublié d'en amener, je suis désolé. On en a au moins une ici, on va pouvoir la montrer. Voilà, donc très bien. Les usages du PIB qui a été édité par le Shift. Et donc, si certains sont intéressés, on pourra vous les procurer une prochaine occasion. Et surtout, elle est téléchargeable sur le site du Shift. Voilà, voilà donc sans plus de transition. Tu peux donner l'adresse du Shift? L'adresse de... Oui, alors The Shift Project sur Google, ou en un seul mot, theshiftproject.org. Et là-dessus, vous trouverez assez facilement un lien vers la publication. Voilà. Cette conférence est montée à la fois avec Centrale Énergie et le pôle développement durable et solidaire d'HEC, des anciens d'HEC. C'est la seconde, ou je devrais dire la deuxième conférence, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres, qu'on monte avec vous, on en est très contents. Je ferai très rapidement le lien avec l'IDRI, parce que c'est un sujet qui nous intéresse et qu'on a déjà développé, au sein du groupement. On avait notamment monté une conférence sur le sujet du PIB et de l'obsolescence du PIB il y a maintenant un peu plus de 2 ans avec l'IDRI, en collaboration avec l'IDRI. On avait fait venir effectivement un certain nombre de personnes pour parler du rapport Stiglitz, que vous avez peut-être découvert en tout cas dans les grandes lignes, et dont on parlera peut-être ce soir. Et cette fois-ci, on a fait le choix avec Centrale effectivement de faire intervenir le TSP qui a des choses très intéressantes à dire sur le sujet, et aussi l'IDRI, cette fois en intervenant et pas en organisateur, car effectivement il y a beaucoup d'actualités au sein de cette entité sur le sujet. Je vais tout de suite passer la parole à Patrick Hubert, un camarade qui a plus spécifiquement contribué à l'élaboration du contenu de cette conférence et qui va présenter l'IDRI et ses récents travaux. Merci. Merci Antoine. Donc, les récents travaux de l'IDRI, je pense que le mieux placé, ce sera quand même Damien Denailly. Simplement, moi, je voulais faire un petit propos, un autre propos introductif complémentaire. Donc, j'ai pris la proverbiale, le dos de l'enveloppe, comme disent les Britanniques. Et en fait, si on prend la Constitution américaine, dans les droits inaliénables, on trouve évidemment la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. La poursuite du bonheur. Et donc, déjà, ça présuppose que le bonheur n'est pas un état stable, puisque on doit le poursuivre, on n'y reste pas. Donc, qu'est-ce que le bonheur, évidemment? Et vaste question à laquelle on cherche à répondre depuis que l'homme est homme, et on va dire, il y a forcément la pyramide de Maslow, etc. etc. Donc les besoins primaires qu'on connaît tous. Mais, et donc, avant d'être heureux, ventre affamé d'un point d'oreille, ça fait il y a un peu plus de 2000 ans que les gouvernants avaient compris, à l'époque romaine, avoir du pain et des jeux pouvait contribuer au bonheur de leurs concitoyens. Avançons de 2000 ans et on est dans la satisfaction des besoins primaires, donc forcément un ventre plein bien sûr, éventuellement un toit, de l'habillage, de la santé, donc les besoins primaires se sont sophistiqués, nos sociétés se sont sophistiquées, mais ensuite, c'est quel est le haut de la pyramide de Maslow au-delà des besoins primaires. Et là-dessus, on reste toujours avec les mêmes interrogations pour les gouvernants. Qu'est-ce que le bonheur et comment est-ce que j'y arrive? Donc le PIB a été, et
dans une certaine mesure, une bonne corrélation de ses besoins primaires. C'est-à-dire qu'on construit des maisons, c'est du bonheur, on construit des moyens de se déplacer, c'est du bonheur, de communiquer, ça contribue toujours au bonheur, tout va bien. Et puis à un moment, on se rend compte que, donc, plus ça croît, plus la croissance du PIB se poursuit, et plus effectivement, normalement, on est heureux. Et puis on se rend compte qu'au-delà de 30, 35, 40 000 dollars par tête de pipe, les gens, bien que le PIB continue de croître, les gens ne sont pas plus heureux. Et donc, alors, l'histoire du PIB, ses limitations, etc., nos deux intervenants vont le couvrir avec force de détail, donc je vais passer très rapidement là-dessus. Mais donc, au-delà de ces besoins primaires, qu'est-ce que c'est du bonheur? Est-ce que c'est un écran plat supplémentaire? Est-ce que c'est 150, 300, 3000 amis sur Facebook? Est-ce que c'est un cours de yoga? Est-ce que c'est un cours de philo? Est-ce que c'est de la religion? C'est vrai que c'est un petit peu problématique. Et donc, pour des gouvernants qui se fixent des objectifs politiques de aujourd'hui croissance, demain on ne sait pas quoi, se posent des questions assez fondamentales, parce que qu'est-ce qui va devenir le cap, qu'est-ce qui va devenir le phare vers lequel on veut orienter nos sociétés? Et donc, je voudrais faire juste une petite mise en perspective sur 3 points. Le premier, c'est la focalisation sur la croissance qui est la nôtre. Est-ce qu'on est à 0, moins 0, etc. La focalisation ne vient que du fait qu'on a un impératif budgétaire. Si on n'avait pas de problème de trésorerie, on se poserait beaucoup moins de problèmes sur la pertinence d'un objectif de croissance. La deuxième, donc il y a probablement d'autres moyens de résoudre les problèmes de budget qu'on a que simplement de se focaliser sur la croissance. Effectivement, si on doit travailler un petit peu plus longtemps, est-ce qu'on va être beaucoup plus malheureux? À voir. Deuxième mise en perspective, et nos intervenants vont aussi la traiter, je pense, c'est que on n'a pas d'appréciation, nos appréciations des richesses ou des pertes de richesses via le PIB sont aujourd'hui extrêmement partielles. Et donc, ça amène la nécessité probablement d'autres instruments de mesure plus complets, peut-être via une monétarisation, c'est-à-dire quel est le prix d'un paysage, quel est le prix de la satisfaction qu'on dérive d'une conversation avec son voisin de palier, et quelle est la valeur de ça. Aujourd'hui, on ne sait pas bien le déterminer. Quel est le prix d'un voisinage apaisé par rapport à celui où se déroulent des émeutes? Ce sont des questions fondamentales pour les gouvernants et les politiques, auxquelles peut-être des formes de monétarisation pourraient répondre, sur lesquelles on n'a pas de réponse. Donc dans la salle, on a le président du futur Institut de la monétarisation, qui est Michel Veillard, et qui interviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est une deuxième incidente à prendre en compte. Et puis la dernière, et peut-être la plus importante, c'est quand même, dans ces mises en perspective, la nécessité de peut-être réapprendre ou apprendre le bonheur. Parce que on est, pour certains, assis sur des richesses inouïes. Quand on met en perspective notre état par rapport à celui du roi Soleil, par exemple, je ne dirais pas que le dernier des prolétaires français vit mieux que Louis XIV, mais par certains côtés, peut-être aussi. Donc, il faut quand même se rendre compte que notre bonheur, celui vers lequel on recherche beaucoup de moyens d'arriver, il est peut-être juste devant chez nous. Et donc, il faut peut-être réapprendre, d'une part, le bonheur, et d'autre part, ce que, je reviens aux États-Unis, mettent beaucoup en avant, c'est-à-dire la tempérance. Voilà, je vous remercie. Et donc, je passe immédiatement la parole à Pierre Lachaise, qui va nous expliquer pourquoi, comment le PIB a besoin d'être fondamentalement repensé. Bonsoir. Alors, je vais vous présenter le travail que nous avons fait sur les usages du PIB.
en commençant par une petite présentation de cet indicateur. Juste un mot, en toute confidence, je parlais avec une journaliste, alors peut-être pas très au fait de toutes ces questions-là, mais qui me disait, mais la croissance, c'est bien la croissance du PIB, ou c'est autre chose? Non, quand on parle de croissance, on parle de croissance du PIB, on parle que de croissance du PIB. C'est une banalité, mais on la rappelle. Et donc, c'est quoi ce PIB? Alors, que contient-il? Très rapidement, donc, il contient tout ce qui s'achète et se vend, donc toute l'économie marchande. Il contient tous les services publics à leur coût. Il contient la balance commerciale, les actifs incorporels, et puis des petites choses qui sont un peu plus étonnantes. Les loyers réels ou attribués, c'est-à-dire que le fait que vous soyez propriétaire, on va vous attribuer un loyer fictif pour faire comme si vous étiez locataire et faire en sorte que le fait que vous occupiez un appartement ou une maison ait une valeur. Donc on va faire ce que dans le rapport Stiglitz il appelait les imputations, on va faire une imputation, on va attribuer un loyer. Il y a d'autres petites imputations comme ça en France. Vous savez, les banques peuvent payer leurs frais bancaires. Et dans d'autres pays, on fait payer les frais bancaires, donc ça crée des distorsions. Alors on va dire, ce que les gens font volontairement pour tenir leur compte, on va le chiffrer, puis on va faire une imputation, puis on va dire ça va dans le PIB. Là, il n'y a pas de contrepartie de marché, mais on la crée pour rendre les PIB comparables. Et puis on va aussi valoriser ce qui est le bricolage, le jardinage, des productions propres. Donc là aussi, il y a des méthodes, des calculs pour intégrer ce type de production dans le PIB. Et puis il y a même les activités souterraines qui sont valorisées, qui sont estimées. Dans certains pays, ça peut être quand même assez important. Et donc, les gens de l'INSEE, des INSEE des différents pays, intègrent une partie d'activités souterraines, et parfois illégales. Alors, il y a une photo d'Al Capone, là, juste pour s'amuser, pour voir à quel point tout ça est très sérieux. Vous savez qu'Al Capone, tout le monde sait qu'il est tombé pour des raisons fiscales. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le fisc américain avait eu la bonne idée de rendre obligatoire de déclarer ses revenus illégaux. Et donc il est tombé parce qu'il n'avait pas déclaré ses revenus illégaux, et c'est peut-être pour ça que dans le PIB américain, il y a les revenus illégaux sont dans le PIB américain. En France, on n'a pas osé dire ça et afficher que les activités illégales devaient rentrer dans le PIB. Souterraines, oui. Voilà ce qu'il y a dans le PIB. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas toutes les d'autres activités domestiques pour compte propre. La cuisine, le ménage, les gardes d'enfants. Vous remarquerez que c'est des activités plutôt féminines à l'origine. Donc est-ce que le PIB est sexiste? En tous les cas, ce type de production pour compte propre ne rentre pas dans le PIB. Tout ce qui est le travail bénévole, le troc, tout ce qui est dépréciation du capital fixe, donc l'usure de tout ce qui aide à produire, les liens sociaux, les conversations avec les voisins de palier, les loisirs, tout ça qui est une forme de production qui contribue au bonheur, faire les liaisons avec l'intro, bon, tout ça c'est pas dedans, et puis surtout les services rendus par la nature ne sont pas comptabilisés dans le PIB. Donc le PIB c'est conventionnellement un périmètre que je vous décris très rapidement, des conventions de calcul qui sont celles-ci. Est-ce que le calcul, une fois qu'on a dit ça, le calcul est très précis? On a retrouvé, c'est assez difficile, on a retrouvé un rapport du Sénat qui date un peu, puisque la dernière info c'est de 2005. Vous savez qu'il y a deux chiffres, il y a un PIB qui est calculé quelques mois après la fin de l'année, puis le PIB définitif c'est quelques années après. Et entre le PIB définitif et le PIB qui sort quelques mois après la fin de l'année, il y a des écarts. Il y a une année, alors je ne sais pas qui était Premier ministre en 2004, mais enfin, après coup, on a dit que le PIB était 1% plus haut que ce qu'on avait dit à l'époque. Donc le périmètre, il est un petit peu compliqué, puis vous voyez que ce n'est pas une mesure si précise que ça. Tout ça pour relativiser un peu ce sacré PIB. Voilà, donc là je suis très factuel. Pourquoi est-ce qu'on parle de cet indicateur? Pourquoi il est à la fois si puissant et si controversé depuis quelques dizaines d'années? Alors, sur sa puissance, il y a quelques éléments clés sont rappelés ici. D'abord, c'est un vieil indicateur, on peut remonter très très loin, mais les premiers travaux, c'est pour mesurer l'impact de la crise de 29 aux États-Unis. Donc il y a eu un premier PIB qui a été calculé
en 1934, je crois. Après la guerre, pour mesurer l'effort de reconstruction, donc il y a eu aussi un énorme travail de développement du PIB. Donc c'est un vieil indicateur qui est vraiment ancré dans l'histoire. Ce qui fait aussi sa force et sa puissance, c'est qu'il est défini internationalement donc, par le biais de l'ONU, que cette définition est consensuelle. Ça donne lieu donc à des travaux avec des experts de tous les pays. La France d'ailleurs à une certaine époque était en fer de lance de ces travaux-là. Et donc on a un indicateur qui est aujourd'hui reconnu par tous les pays mondiaux. D'un point de vue technique, quelque chose qui est formidable dans le PIB et qui est extrêmement appréciable, c'est que le chiffre qui est donné, c'est un chiffre de production. C'est exactement le même chiffre que le chiffre des revenus, et c'est également le même chiffre que le chiffre de la consommation. Là, ils ont des bouclages, et ça leur donne un travail technique très élevé, mais tout ce qui est produit donne lieu à de la consommation et donne lieu à du revenu. Et tout ça boucle parfaitement, à l'euro près. Ce qui fait aussi la puissance du PIB, c'est qu'il représente la pensée économique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tout ce que les économistes comptent, tous ceux qui savent compter, tout ce qu'ils ont décidé qu'ils devaient compter, tout ce à quoi les économistes accordent de la valeur, est dans le PIB. A contrario, tout ce à quoi ils n'accordent pas de la valeur n'est pas dans le PIB. Donc le PIB, il représente réellement la pensée économique au sens le plus profond du terme. Le PIB, donc est-ce que c'est le bonheur? Vu des économistes, d'une certaine façon, oui, puisqu'ils mesurent tout ce que vous achetez, que dans un marché libre, vous faites des choix en conscience et vous faites des choix dictés par l'augmentation de votre propre bien-être, de votre propre bonheur. Donc le PIB ne fait que mesurer la somme de vos choix, et vos choix ils sont rationnels, guidés par votre propre volonté, votre recherche du bonheur. Donc le PIB mesure quelque part, vu des économistes, le bonheur. C'est très critiquable, bien sûr. Et surtout, ce qui a été aussi rappelé en introduction, pourquoi le PIB est si puissant, c'est que sa croissance est jugée incontournable. Sans croissance du PIB, il y a plein de problèmes qu'on ne saurait pas régler, ou qu'on pense qu'on ne saurait pas régler, l'emploi, les retraites, le financement des services publics, et ainsi de suite. Donc la croissance du PIB est jugée comme incontournable, et c'est l'argument le plus fort qui le rend incontournable. Alors ceci dit, il est aussi très controversé. Alors il y a d'abord des controverses de nature technique. Donc le périmètre est jugé arbitraire, pourquoi le jardinage et pas la cuisine, et ainsi de suite. Il donne lieu à des retraitements statistiques nombreux, donc tout ça est d'une fiabilité, si on rentre dans le détail, qui peut être contestée. D'une année sur l'autre, il faut bien sûr intégrer l'inflation. Donc comment vous faites la part entre l'évolution d'un produit et l'évolution de son contenu, comment dans le prix d'un PC, d'un téléphone portable, d'une version à une autre, il y a des biais sur le calcul de l'inflation. Et donc ces biais peuvent avoir un biais sur la croissance. Les Américains ont estimé qu'ils avaient sous-estimé leur inflation pendant très longtemps, et du coup ils avaient sous-estimé leur croissance. Donc tout ça pour montrer qu'il y a tout un tas d'approximations quand on parle de croissance du PIB. Quand on compare des PIB entre pays, il y a des arbitrages sur le pouvoir d'achat, donc on fait des comparaisons à pouvoir d'achat équivalent, c'est-à-dire qu'une heure d'un prof au Togo, c'est une heure de prof au Togo, et qu'il soit payé, je ne sais pas, dans quelle monnaie, ou que ce soit un enseignant en France, ben ça doit être comparable. En tout cas, ça a la même valeur d'usage, donc il faut rendre les choses comparables. Donc sur une heure d'enseignement, c'est peut-être facile, mais sur le soin, sur le transport, il faut rendre tout ça comparable à une entité de valeur d'usage, et là aussi, c'est des approximations. Quoi, des approximations? S'ils m'entendaient, ils seraient furieux. Mais enfin, tout ça n'est pas automatique. Et puis, il y a une confusion entre un indicateur de flux et une approche de la richesse en stock. Hein, c'est bien une croissance, c'est bien un flux annuel, c'est pas du tout votre stock de richesse. Donc, la richesse est souvent perçue comme un stock. Au passage, d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que vous soyez dans un pays de propriétaires ou dans un pays de locataires, du point de vue individuel, ça change un peu les choses quant à l'appréciation que vous avez de votre richesse. Le PIB n'en tient pas compte. Vous avez vu d'ailleurs les Allemands qui se plaignaient parce qu'on dit qu'on voudrait peut-être plus en aide aux autres pays, puis ils disent mais non, on a un PIB par habitant qui n'est pas si plus élevé que d'autres pays, parce qu'ils sont beaucoup moins propriétaires. C'est des choses qu'on ne voit pas à travers le PIB. Les Allemands sont moins propriétaires que
les habitants d'autres pays. Donc une controverse technique, à la limite, ce n'est pas la plus importante. Tout indicateur est compliqué à mettre au point, est compliqué avec des problèmes de périmètre, des problèmes de calcul, et ainsi de suite. Mais le PIB n'est pas exempt de ce type de critique technique. L'autre point important, c'est un peu ce qui était aussi dit en introduction, c'est le découplage entre la croissance du PIB et la croissance du bien-être. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas faire une autotésie entre le PIB et le bien-être? Plusieurs éléments. Le premier, c'est que la vision des services publics est uniquement quantitative. Plus il y a de services publics, mieux c'est du point de vue du PIB. On sait bien qu'il y a une dimension qualitative dans l'approche des services publics qui est extrêmement importante. Donc une heure d'enseignement ne vaut pas une heure d'enseignement selon la qualité de l'organisation de l'enseignement, la qualité de l'enseignement lui-même, ainsi de suite. Pareil pour les services de santé ou les services de sécurité. Bon, ça, le PIB ne rend pas compte de la qualité perçue des services publics. On compte tout ce qui se vend et s'achète, quelle que soit la valeur morale ou amorale de ces dépenses, ou quelle que soit la valeur, la dimension des dépenses contraintes ou pas. C'est-à-dire les dépenses contraintes, si pour des raisons d'évolution du prix de l'immobilier, je suis obligé d'habiter de plus en plus loin et je suis obligé de consommer de plus en plus d'essence pour me déplacer, bon, ben, ça fait du PIB, mais je n'en retire aucun bénéfice. Je n'en retire que du temps de transport en plus. Donc toute cette dimension contrainte est prise en compte dans le PIB comme une dépense d'achat normale. Je parlais du fait qu'on est toujours incité à acheter de plus en plus dans un marché quand même biaisé par soit certains monopoles, soit par la publicité, et en tout cas qui entretient une insatisfaction permanente. Donc on est dans une course à la consommation qui ne permet pas d'atteindre facilement une forme de bien-être ou de satisfaction par rapport à sa consommation. Et puis, dernier élément, la non prise en compte de l'économie du lien, de cette conversation avec son voisin de palier, de tous les services que l'on peut se rendre par des associations, par les relations interpersonnelles et autres. Tout ça n'est pas valorisé, alors que c'est, d'après toutes les enquêtes, ce qui est le plus important. Donc il y a un découplage entre le PIB et le bien-être qui peut s'expliquer, je dirais, par des éléments techniques et qui s'observe à travers des enquêtes. Vous parliez tout à l'heure, je ne sais pas, sur la conférence de Stiglitz, donc j'avais assisté à une conférence où des Coréens et des Japonais témoignaient. Alors eux, c'est dramatique parce qu'ils ont cette mesure du bien-être. Ils ont le PIB d'un côté, et puis ils ont des indicateurs très précis, anciens, donc ils peuvent regarder ça depuis sur plus de 20 ans. Sur le bien-être, il y a une décorrélation là très nette entre la croissance du PIB, où ils peuvent dire le PIB a été multiplié par 4, et le bien-être n'a pas progressé, voire reculé, avec un indicateur d'ailleurs qui est dramatique sur le bien-être, qui est le nombre de suicides. Donc le PIB croît et le nombre de suicides augmente. Voilà, j'ai parlé d'Al Capone, il y a une petite photo de Robert Kennedy qui, dans les années 50, disait déjà ça. Le PIB mesure tout, sauf ce qui fait vraiment la valeur de la vie. Vous voyez, tout ça n'est pas très nouveau. Alors, l'autre grosse critique qui est faite au PIB, bien sûr, c'est son incapacité à apporter des alertes. Alors, des alertes de court terme comme des alertes de long terme. À court terme, le PIB ne porte aucune alerte financière. Ce n'est pas le PIB qui vous alerte sur le fait qu'il y a une bulle immobilière, la bulle Internet, la crise de la dette. Le PIB, alors qu'il est absolument essentiel comme indicateur, il ne vous dit rien de tout ça. Il ne vous dit rien de ce qui nous tombe sur la figure et qui met à mal nos économies. C'est quand même un problème. Il ne dit rien des crises sociales. Là, c'est le danger des moyennes. C'est-à-dire que quand le PIB augmente ou quand il baisse, la question, c'est pour qui? Et comme le PIB ne vous dit pas comment se répartit la richesse, comment se répartit le gâteau, il ne vous dit rien sur l'état social ou sur le niveau de solidarité à l'intérieur d'une société. Il ne vous dit rien non plus. Il n'y a pas d'alerte sanitaire, que vous produisiez en polluant énormément ou en prenant des risques industriels ou des risques de catastrophe. Le PIB ne vous alerte pas sur ces sujets-là. Et puis, un petit clin d'œil, et dans un autre registre, il n'y a pas non plus d'alerte politique, parce que si je regarde bien, les gouvernements qui sont obsédés par la croissance
il me semble que ceux qui ont eu les meilleurs résultats ont connu les plus belles baffes politiques. Donc je pense à Jospin et à Rocard. Je crois que c'est ceux qui ont eu les meilleurs résultats en matière de croissance et que ça ne les a même pas alertés sur leur avenir politique. Mais enfin bon, c'est un autre registre. Donc le PIB n'est porteur d'aucune alerte de court terme. Il n'est pas non plus, l'autre remarque là, plus long terme, c'est qu'il ne prend pas en compte la rareté des ressources. Alors à la limite, quand on a créé le PIB, ce n'était pas très grave, puisqu'on faisait une forme de prédation sur les ressources naturelles qui était marginale par rapport au patrimoine naturel. Maintenant, ça devient non plus marginal, le patrimoine naturel n'arrive plus à se renouveler, et on continue à ne pas compter, à ne pas comptabiliser cette prédation. Donc ça, c'est une critique fondamentale du PIB. Et l'autre critique, c'est qu'on utilise cet indicateur, on l'utilise pour mesurer une croissance, c'est pas pour vérifier s'il reste stable, hein, c'est pour mesurer une croissance, et on oublie le fait qu'il est porteur d'une dynamique exponentielle. Juste pour illustrer ça, donc c'est ici, pardon. 2% de croissance par an, ça réjouit tout le monde et ça fait peur à personne. Ça veut quand même dire, hein, quand on parle de dynamique exponentielle, c'est qu'on a doublé en 35 ans, avec 2%, doublé en 35 ans, donc 2 fois plus de ressources, à quelque chose près. 3%, on a doublé en 23 ans, et 7% de croissance par an, hein, donc en deçà de ce que fait la Chine. C'est tous les 10 ans qu'on double. Donc ces taux qui ont l'air d'être des taux de croissance limités, 2, 3, 7%, sont des taux, si on raisonne en temps de doublement, qui font quand même froid dans le dos. C'est-à-dire qu'un Chinois, en 50 ans de vie, il devrait voir son besoin de ressources, de territoire, d'énergie, de matière multiplié par 10. Donc cet effet exponentiel de la croissance n'est pas visualisé et souvent on oublie. Donc le Shift Project, de façon assez générale, estime, comme beaucoup d'autres, que le PIB ne peut pas être une bonne boussole de développement, à minima parce qu'il ne prend pas en compte donc un monde de ressources finies, car il ne rend pas compte du bien-être, car il ne comporte pas d'alerte. Et puis surtout, nous, on estime que la priorité, c'est de piloter la décarbonation de l'économie, et ce n'est pas avec cet indicateur-là qu'on va pouvoir le faire. Donc, je vous ai juste fait là une synthèse de la controverse et de la nature du PIB, en essayant de vous convaincre que c'est surtout pas cet indicateur-là qu'il faudrait choisir pour piloter l'évolution de la société. Alors, il n'y a pas grand-chose de nouveau que ce qui se disait il y a 30 ans, sauf que l'enjeu environnemental a rendu le PIB encore plus critique, ou critiqué, qu'il y a 30 ans. Alors, là où on a essayé de faire un travail un peu original, avec Julien Morel, là, qui a travaillé avec moi sur ce sujet-là, c'est de se dire, mais au fait, à quoi il sert concrètement? Parce que là, on en parle un peu de façon théorique. Quels sont les usages du PIB? Et pourquoi on s'est posé cette question des usages concrets du PIB? C'est-à-dire, si on voulait s'en débarrasser, ça gênerait qui? Qui s'en sert? Alors, on a identifié une dizaine d'usages, 3 usages qu'on a appelés symboliques, 4 usages opérationnels et 3 usages politiques que je vais vous détailler. Les usages symboliques, c'est-à-dire on utilise le PIB pour se représenter des choses. Le premier, c'est on veut se représenter la puissance, la richesse, le progrès des nations. Donc ça, c'est, vous savez, c'est culturel. Très régulièrement, il y a des classements qui sont publiés. C'est le PIB des pays, le PIB des régions, les PIB en croissance, les projections. On est presque dans le culte, là. Donc plus il y a un PIB important, plus je suis puissant. C'est ce qu'il y a derrière ces classements. C'est un usage symbolique du PIB. Le deuxième usage, c'est constituer les talons de comparaison de toutes données économiques. Souvent, on dit les dépenses de santé ramenées au PIB, les dépenses de R&D ramenées au PIB, l'aide au développement ramenée au PIB. Donc le PIB est l'étalon universel pour tout un tas de publications, tout un tas de recherches. Il est aidé là-dedans, encore une fois, par le fait qu'il est, comme il existe depuis longtemps, il y a des séries longues et c'est toujours facile de se rapporter au PIB, il est jugé fiable. Donc il y a une grande facilité, voire une grande paresse à ramener les choses au PIB. Et puis son usage culturel, bien sûr, ce que je disais sur les économistes, il représente ce qui compte. Le lien social, ça ne compte pas, ça n'a pas de valeur.
donc c'est pas compté. Donc le PIB représente tout ce à quoi finalement on accorde de la valeur parce qu'on a accordé un prix et tout ce qui est comptabilisé. Qui utilise le PIB dans ces usages symboliques? Les journalistes, les commentateurs, les chercheurs, les économistes, les enseignants. Est-ce que le PIB est remplaçable? Est-ce qu'il est totalement pertinent dans ces usages-là? Est-ce que c'est bien d'utiliser le PIB pour représenter la puissance des nations? Oui, mais pas plus que ça. Hein. On pourrait représenter d'une certaine façon l'armement, la puissance militaire, ça joue un rôle. Il me semble que si la Syrie n'a pas un très gros PIB, mais si on n'y va pas, c'est qu'ils ont quand même plus d'avions de chasse que l'ensemble des Européens réunis. Ça compte aussi. Les alliances, ça joue. Le rayonnement, ça joue pour mesurer sa puissance. L'indépendance énergétique, ça joue. Nous, on estime que c'est un critère essentiellement tout à fait majeur. L'indépendance financière, ça joue. Il me semble que l'Italie avait un PIB qui était quand même dans le top 10 des pays mondiaux, et un PIB par habitant tout à fait honorable. C'est pas ça qui a fait sa puissance. Et donc, dire que le PIB est vraiment le bon indicateur pour représenter la puissance d'un pays, c'est tout à fait contestable. Dire que le PIB, bien sûr, représente le bien-être, c'est tout à fait contestable, on en a déjà parlé, et qu'il y aurait bien d'autres choses à faire pour évaluer le bien-être. Alors, il y a notamment demander aux gens ce qui fait leur bien-être, c'est pour ça que je parle de réunion citoyenne, c'est le réseau FAIRE, le forum des autres indicateurs de richesse, qui milite beaucoup par ça. Il y a une petite photo de David Cameron, pourquoi? Parce que quand il est arrivé au pouvoir, il a fait une grande enquête pour demander aux Britanniques ce qui pouvait améliorer leur bien-être, et il a monté un plan d'action face à la Britannique, très, très pragmatique. Ce qu'il s'est dit, c'est pas en augmentant le PIB, d'abord il avait peu de chance d'arriver à augmenter son PIB. Qu'est-ce qui va faire que les Britanniques aillent mieux? Eh ben, on va leur poser la question et on va essayer d'agir sur ce qui compte vraiment pour eux, et pas sur ce qui compte pour les économistes. Donc c'est des démarches intéressantes. Le PIB comme étalon, oui, c'est intéressant. C'est intéressant si on vous dit qu'au Togo, je ne sais pas, les dépenses de santé, c'est 2% du PIB, et qu'en France, c'est 5%. Je pense que c'est plus frappant si je vous dis qu'en France, il y a, je crois, 3 médecins pour 10 000 habitants, et qu'au Togo, il y a un médecin pour 100 000 habitants. Donc, s'appuyer sur le PIB, c'est intéressant, mais prendre des ordres de grandeur physique et parler de grandeur physique, c'est toujours quand même plus parlant, à mon sens. Et est-ce que les économistes pourraient compter d'autres choses que ce qu'ils comptent à travers le PIB? Oui, bien sûr, ils pourraient compter ce que fait la nature, ils pourraient compter il y a bien d'autres choses à valoriser, et le champ de développement de l'économie est énorme. Donc sur ces premiers usages symboliques, le PIB est finalement pas si indispensable que ça. Sur les usages opérationnels, quand on dit opérationnel, c'est-à-dire on prend le PIB, on l'intègre dans un calcul, dans une formule, et puis on en déduit des choses, et on va prendre des décisions avec ça. Alors, 4 usages opérationnels. Définir la contribution des États à des budgets supranationaux. Comment est-ce qu'on contribue au budget de l'ONU, du FMI, au budget européen, hors PAC, bien sûr, parce que PAC, c'est toujours très particulier. C'est en grande partie, plus j'ai un PIB important, plus je paye, je contribue, donc je contribue en fonction de mon PIB. Ça, c'est très concret, hein. Là, c'est dans les textes. Et c'est comme ça, souvent, qu'on contribue au budget supranationaux. Encadrer la redistribution de fonds internationaux. Là, si on prend l'exemple très particulier des fonds structurels européens, vous savez que l'objectif, c'est d'amener toutes les régions européennes au même PIB par habitant. Donc on calcule le PIB par habitant de chaque région européenne. Et celles qui ont le PIB par habitant le plus faible vont être le plus aidées. Là aussi, c'est mécanique, parce que l'objectif, c'est d'amener tout le monde au même PIB. Donc là aussi, c'est dans des formules, et c'est ainsi, dans des règles, que l'on redistribue les fonds européens. C'est comme ça que, je crois que la Corse, qui est un PIB par habitant un peu plus faible, est aidée par l'Europe. L'Île-de-France, vraiment pas. Mais l'Allemagne a plusieurs régions qui sont aidées par l'Europe, et ainsi de suite. Troisième usage opérationnel, c'est les prévisions financières d'investissement. Quoi financière? C'est par exemple le budget de l'État. Il s'appuie sur le PIB pour faire ses prévisions de recettes. Si on veut construire une autoroute, construire une voie de chemin de fer,
les prévisionnistes de la SNCF pour faire bâtir leur investissement, essayer de dire qu'il est pertinent de construire une ligne TGV ou une autoroute de tel point à tel point. Ils s'appuient sur l'évolution du PIB pour valider leurs calculs et valider ces investissements-là. Et puis, quatrième usage opérationnel, c'est la notation des États, les célèbres AAA ou moins, où le PIB et la croissance du PIB sont une donnée tout à fait essentielle dans le calcul de ces notations. Alors, qui est à la manœuvre là? Donc les directions du budget des États et des institutions internationales, c'est pour tout ce qui est contribution et redistribution de fonds internationaux, les chargés de prospective dans les très grosses boîtes et les agences de notation. Alors, est-ce que le PIB, ça vous paraît totalement pertinent qu'on utilise le PIB pour ces usages-là? Si on prend la structure du budget européen, est-ce que le budget européen, ça doit être X% du PIB de chaque pays? Vous avez peut-être un peu suivi les débats sur la structure du budget européen. Il y a plein d'autres options différentes qui sont débattues. Ça peut être une fiscalité nouvelle, donc on parle d'une TVA européenne. Il y a la taxe sur les transactions financières, donc ça peut être une façon de financer l'Europe. Il peut y avoir, entre guillemets, des contributions punitives. Donc nous, on aimerait bien qu'il y ait des contributions qui sont liées à... C'est pas plus je suis riche, plus je contribue, mais plus je pollue, plus je contribue, plus j'émets de CO2, plus je contribue. Il y a des projets de bons, donc il y a tout un tas d'options pour financer, qui sont en cours de débat, pour financer le budget européen. Pour redistribuer le budget européen, est-ce que l'objectif fondamental, l'objectif politique de l'Europe, c'est d'arriver à ce qu'on ait le même PIB par habitant partout? Est-ce que c'est ça le bon indicateur? Ou est-ce qu'on veut redistribuer en encourageant des pratiques vertueuses? Nous, c'est ce à quoi on pousserait. Donc, est-ce qu'on aide, quand il y a un projet qui aide à moins polluer, à faire des économies d'énergie, à développer les énergies vertes, ou ainsi de suite, ou le lien social? Eh bien, ça, l'Europe contribue à le financer. Si c'est des projets autres, on ne le finance pas. Donc, on pourrait avoir d'autres objectifs dans la redistribution des fonds européens. Sur bâtir des prévisions d'investissement, c'est plus difficile, mais on pourrait réévaluer le concept du temps, parce que le temps, il y a tellement de notions dans le temps. Il y a du temps, on gagne du temps, mais le temps, c'est comme le lien, quoi. Il y a du temps qui est plus ou moins riche, parce qu'on est en activité, on côtoie des gens, on peut travailler, enfin, les gens de la SNCF réfléchissent à des choses comme ça. Vous faire gagner du temps, mais ne pas vous permettre de travailler dans un TGV, ça n'a pas la même valeur. Bon, et noter les États. Vous savez que The Shift Project a énormément travaillé au fait qu'il y ait un nouvel outil de notation des États qui se mette en place, voire une agence de notation en tant que telle, où on dit ce qui compte si on veut évaluer la pérennité d'un État, c'est sa résilience énergétique. C'est beaucoup plus important que de suivre l'évolution de son PIB. Donc là encore, dans ces usages opérationnels, l'utilisation du PIB est discutable. Il y a des alternatives au PIB par rapport à ces usages opérationnels. Sur les prévisions d'investissement, honnêtement, si la SNCF continue à s'appuyer sur le PIB pour faire ses prévisions, c'est pas très grave, c'est pas très gênant. Sur les autres sujets, on voit qu'il y a des visions politiques et des enjeux politiques qui sont quand même assez importants. Les usages politiques. Alors, là, il y en a trois. Donc, politique, mise en œuvre par les gouvernements. On utilise le PIB pour encadrer la dépense publique. Donc là, c'est les fameuses règles. La dépense publique ne doit pas, le déficit de l'État ne doit pas dépasser 3% du PIB. La dette cumulée ne doit pas dépasser 60% du PIB. Les fameuses règles d'or. Quantifier des politiques particulières, c'est par exemple, on dit l'aide au développement, ça doit être, je crois, pour la France, 0,7 ou 0,8% du PIB. Je crois que les Européens se sont fixés un objectif, la R&D, ça doit être, je crois, 1% du PIB ou 3% du PIB. On utilise le PIB pour fixer des objectifs à des politiques particulières de recherche, de développement, et ainsi de suite. Puis bien sûr, le PIB, c'est l'objectif principal des politiques économiques, et c'est à ça que l'on mesure c'est avec le PIB qu'on évalue la qualité d'une politique économique menée d'un État. Ça paraît banal, ça paraît habituel. Dans les entreprises, souvent on se pose la question du bon indicateur au-delà du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Quel est le bon indicateur qui nous permet de suivre le fait qu'on soit performant?
Pour les États, a priori, il n'y a pas de discussion, c'est le PIB. Je dois chercher à faire croître le PIB et je serai évalué là-dessus. Donc là, bien sûr, les élus, la haute fonction publique, les partenaires sociaux, et ainsi de suite, qui sont engagés dans ce travail-là. Est-ce que sur ces enjeux politiques, le PIB est substituable? Là aussi, j'ai envie de dire oui. Si on prend la finance, c'est une vraie arnaque. Les déficits publics qui sont rapportés au PIB, c'est-à-dire que le déficit de l'État, il est rapporté à la richesse de tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le déficit de l'État, il est rapporté à votre richesse, sous-entendu. On pourra toujours aller puiser dans la poche des gens pour combler notre déficit. Si on prenait un autre indicateur qui est le déficit de l'État rapporté au budget de l'État, c'est quand même un peu plus simple. Le problème, c'est qu'on obtiendrait des chiffres qui feraient plus peur, puisque c'est de 20, 30. On a frôlé les 50% en 2007, je crois. Ça veut dire que concrètement, en septembre, certaines années, on n'a plus de quoi payer les professeurs, les policiers, les RMistes, et ainsi de suite. Donc à partir de septembre, on parle de 20-30%, on emprunte pour payer l'ensemble des dépenses publiques. Donc un déficit rapporté au PIB, 3%, ça fait peur à personne. En plus, c'est quand même un peu faux, parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas puiser infiniment dans la richesse des entreprises et des particuliers, qu'à un moment, la machine se grille. Mais c'est quand même toujours l'indicateur qu'on nous met sous les yeux. Et donc là, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont manifestés d'ailleurs dans la dernière campagne présidentielle pour que l'on abandonne ce type de règles et qu'on communique sur le déficit rapporté au budget. Sur les politiques publiques, dire l'aide au développement, c'est 3% du PIB, autant se fixer des objectifs physiques de choses que l'on veut atteindre en nombre d'écoles, nombre de puits, tout ce qu'on veut, mais fixer des objectifs financiers sans donner des objectifs physiques qui permettent d'évaluer le fait qu'on ait atteint des résultats, c'est pas très efficace non plus. Et puis, piloter l'économie, dire c'est vraiment la croissance que je veux, et si on ne disait pas ça, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait qu'on veut. Si on se focalise sur ce qu'on veut vraiment, donc on veut sans doute un taux de chômage qui baisse, on veut de l'indépendance énergétique, on veut améliorer la balance commerciale, on veut agir sur le coût du logement et l'accès au logement, on veut agir sur l'artificialisation des sols, sur la biodiversité. Autant, est-ce qu'on ne serait pas plus efficace si on se donnait quelques objectifs concrets fondamentaux que se donner cet objectif de croissance qui englobe beaucoup de choses, mais qui n'est pas finalement très opérationnel et très concret. J'ai zoomé un peu sur ce dernier thème, c'est l'utilisation du PIB pour piloter l'économie. Moi, je trouve d'abord que dire je veux de la croissance, je m'en méfie beaucoup parce que ça ne veut rien dire, au sens où ça ne dit pas la politique que je vais mener. Puisque vous avez bien vu pendant la dernière campagne présidentielle, tous les candidats voulaient faire de la croissance, mais avec des politiques totalement opposées. Certains disent qu'il faut réduire absolument, mener des politiques de rigueur, et d'autres disent qu'il faut mener des politiques de relance. Et donc finalement, dire je veux de la croissance, ça ne dit pas ce que je vais faire. Et ça quand même, ça pose problème. Par ailleurs, quand on dit je veux mener une politique de croissance, la question quand même importante, c'est pour qui? Comme on l'a vu tout à l'heure, le PIB qui n'était pas porteur d'alerte sociale, le PIB, encore faut-il dire les revenus de qui on veut améliorer. Par ailleurs, comme les leviers gouvernementaux pour la croissance sont relativement limités, nous on estime qu'ils sont fortement liés à notre dépendance énergétique, à notre consommation énergétique et à l'économie, à la globalisation de l'économie, on estime que le gouvernement peut levier là-dessus, donc c'est quand même dangereux de choisir ça comme objectif. Et puis quand on prend cet objectif-là, on fait quand même l'autruche par rapport à toutes les externalités négatives de cette croissance, puisqu'on n'en gère pas les retombées écologiques. J'ai juste mis une petite... Donc alors j'ai mis les médecins de Molière, c'est du malade imaginaire, là vous voyez. J'ai l'impression que face à la croissance, on est en pleine inconnue sur comment faire, avec peut-être que le premier médecin prône la relance et le deuxième prône la purge, comme vous le voyez. Alors j'ai mis aussi une petite alerte sur
chacun voit sa croissance dans la croissance du PIB, c'est aussi ça qui donne la force. C'est-à-dire tout le monde se dit, si le PIB croît, ben, mon revenu va croître, le chiffre d'affaires de mon entreprise va croître, et les fonctionnaires disent, ma base fiscale va croître. Ce qui n'est pas forcément vrai. Hein, on peut faire de la croissance parce qu'on fait de l'endettement public, ça ne sert à personne. On peut faire de la croissance, mais avec une pression fiscale très forte, et le PIB peut croître et les entreprises ne voient pas leur sort s'améliorer. On peut avoir des arbitrages entre la rémunération du capital et la rémunération du travail différentes, et donc ce n'est pas forcément les salaires qui augmentent. On peut avoir des arbitrages entre l'investissement et la rémunération, et donc c'est pas forcément non plus les salaires qui augmentent. Donc il y a plein de sous-arbitrages à l'intérieur de la croissance du PIB qui font que le PIB peut aller dans un sens, peut être en croissance, mais vous ne le voyez pas, vous, salariés, vous, salariés au ménage, vous, entreprise, ou vous, fonctionnaires de Bercy, parce que si pour favoriser la croissance, vous avez baissé énormément les impôts, comme certains prônent, ben, c'est pas ça qui améliore votre situation budgétaire. Donc tout le monde peut voir sa croissance dans la croissance du PIB et tout le monde peut se tromper. Donc c'est aussi un peu le mythe du PIB. Alors ces usages du PIB font quand même que celui-ci inscrit au maximum de notre échelle de droit, puisque ce que je vous ai dit sur l'encadrement de la dépense publique, il est question de le mettre quasiment au niveau constitutionnel, donc c'est quand même impressionnant que l'on pense mettre dans la Constitution une référence à un indicateur, d'abord qui a une définition arbitraire, qui a un mode de calcul pas si fiable que ça, et en plus, comme je vous le disais, ramener une dépense publique à un PIB, c'est quand même assez étonnant. Ça se fait que pour les États, les régions, on dit le budget de fonctionnement équilibré, point final, on ne ramène pas ça à un PIB régional. Donc le PIB, il est quasiment constitutionnalisé. Il est bien sûr, et on y fait référence dans tous les traités européens, il y a un degré moindre dans le statut des organisations internationales. Dans le cadre financier donc, de l'Union européenne, c'est ce qui définit le budget de l'Europe, et ainsi de suite. Mais le PIB, il faut bien voir qu'il a quand même des usages limités, la dizaine que j'ai décrit, mais une inscription dans le droit qui est absolument étonnante. En termes d'acteurs, il y a 10 000 personnes, on a fait qui utilisent concrètement le PIB, c'est-à-dire c'est très peu. Ce qu'on voulait aussi vous faire remarquer, c'est que 99,9% des gens n'ont pas l'utilité de PIB. En tant que ménage, le PIB ne vous sert à rien. En tant que chef d'entreprise, le PIB ne vous sert à rien. Le PIB, c'est quelque part la somme de votre résultat et c'est votre capacité à payer l'impôt. C'est pas un truc que le chef d'entreprise regarde. Hein. C'est pas... Il n'y a aucun indicateur utile pour le chef d'entreprise qui est comparable au PIB. Il ne regarde pas son PIB à lui. Et quand on dit le PIB monte ou le PIB descend, ça ne change rien, ça ne change rien opérationnellement, concrètement, pour l'extrême majorité des personnes. Si on dit qu'il y a une taxe qui change, ou un salaire minimum qui change, ça change pour beaucoup de gens, ça change dans tous les systèmes de paye, ça change dans les feuilles d'imposition, ça change dans les déclarations du SRAF. Il y a tout un tas d'indicateurs qui ont des impacts sur plein de gens. Le PIB a des impacts pour un nombre très très limité d'acteurs, paradoxalement. Alors, quelques conclusions de ces travaux. Bon, vous l'avez compris, nous on estime qu'il faut se démarquer du PIB et s'appuyer sur d'autres types d'indicateurs pour piloter notre développement. Et finalement, on se dit, usage par usage, il y a une façon pragmatique de sortir de son hégémonie. Le PIB ne tient qu'à 10 fils, il ne tient qu'à cette dizaine d'usages, et, entre guillemets, il suffirait de couper les fils un à un pour que finalement le PIB ne serve plus à grand-chose. Il suffirait qu'on développe d'autres outils pour mesurer le bien-être et que ces outils prennent petit à peu leur place et leur notoriété sur la prospérité, sur la puissance, sur la façon d'encadrer la dépense publique, sur la façon de dépenser les fonds européens. Finalement, il y a très peu de champs où le PIB est utilisé, et sur chacun de ces champs, on pourrait trouver des alternatives. Donc ça a été une découverte, ce n'était pas prévu au départ. On voulait juste référencer les usages, de se rendre compte que finalement, le PIB était assez fragile quand on le prenait par ses usages.
En tous les cas, ça nous paraît plus simple et plus rapide que la définition d'indicateurs plus agrégés censés corriger les défauts du PIB. C'est-à-dire, par exemple, vous avez vu à Rio + 20, l'ONU a proposé un PIB vert, c'est un PIB qui essayait de valoriser les atteintes ou les progrès faits à l'environnement. Et donc ce PIB vert, c'est un niveau d'agrégation encore plus complexe que le PIB. Et d'une part, ça demande énormément de temps pour se mettre d'accord. Il y a encore plus d'incertitudes dans la mesure. Il y a beaucoup d'incertitudes dans le fait qu'on va comparer des choses qui sont difficilement comparables, puisqu'il s'agit de comparer le fait qu'on produit des mobylettes, le fait qu'on éduque des enfants, et le fait qu'on préserve des forêts. Il faut rendre ces valeurs-là comparables. Quand l'ONU a produit son PIB vert, il a montré que le PIB de la Chine était en croissance, le PIB vert de la Chine était en croissance, donc ça veut dire qu'ils estimaient que le modèle de développement de la Chine était vertueux. C'est-à-dire qu'ils estimaient que la croissance économique de la Chine valait bien les dégâts environnementaux que cela occasionnait, environnementaux ou sociaux. Donc je trouvais que ce n'était pas un très bon message au niveau de Rio + 20. Et donc, ma perception, ou mon vœu, ce serait que le PIB reste dans l'histoire comme un summum d'agrégation. Il ne devrait pas avoir de successeur et puis il disparaîtra progressivement de ses différents usages. Voilà. Donc il y a une petite photo de Concorde pour dire que c'était superbe dans les technologies d'une certaine époque, mais il y a des moments où ils ont une fin. Alors on dit toujours, oui c'est bien facile, vous tapez sur le PIB, mais c'est pas en cassant le thermomètre que vous réglerez les problèmes. Tout ça. Donc est-ce que le PIB est un bon thermomètre? Ce que j'ai envie de dire par rapport à cette remarque un peu banale, c'est que le PIB c'est pas un thermomètre parce que c'est pas lui qui nous dit quand est-ce qu'on est en surchauffe. Encore une fois, c'est pas lui qui nous a alertés sur toutes les crises qu'on a vécues, Internet, bulle immobilière, crise financière. Donc c'est pas un thermomètre, c'est surtout pas un thermomètre. C'est même pas lui qui dit si on est en bonne santé, si on fait de la R&D, si on fait de la production intelligente, si on prépare l'avenir. Le PIB ne dit rien de tout ça. Donc au mieux, si on voulait en faire un indicateur, c'est un tour de vente qui montre si on a grossi, sans dire si c'est du muscle ou du gras, malheureusement. Donc l'image du PIB thermomètre, et on veut casser le thermomètre, c'est pas bien et tout ça, bon. Je le traite un peu à la rigolade de ce point de vue-là. Je crois que la question essentielle pourrait être, c'est très ambitieux de dire ça, de se dire comment donner un travail utile à tous, parce que dans toutes les enquêtes, là, Stiglitz en parlait, dans toutes les enquêtes, le fait d'avoir une activité, le fait de contribuer au développement économique d'une société, c'est un des éléments essentiels du bien-être. Donc tous les citoyens du monde sont demandeurs d'avoir une activité, alors un travail, ou sous une forme ou sous une autre. Hein, donc l'enjeu, c'est bien de donner du travail au plus grand nombre, tout en développant le bien-être et en préservant le patrimoine naturel commun. Moi, je ne sais pas dire aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on s'est dit sur le PIB, est-ce que pour ça, il faut mettre en place un certain nombre de modèles économiques, d'évolution de modèles économiques. Est-ce que le PIB va croître ou décroître dans ce modèle-là? À la limite, je n'en sais rien, ou dans les solutions qui seront imaginées, et ce n'est pas le plus important. Voilà, alors comme avec Daniel, vous avez parlé de non-croissance du PIB, voilà, je voulais juste faire quelques messages de transition pour dire que par rapport à mon image, c'est peut-être pas si désagréable que ça. C'est pas toi à gauche, mais pas loin, pas loin. Voilà, merci.